Bon, alors là, nous passons au second sujet de notre conversation aujourd'hui. Le second sujet de notre conversation nous amène tout de suite dans notre terre africaine du Congo. J'apprends qu'il y aurait donc un accord appelé le CONOPS qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Je lis une dépêche publiée par Jeune Afrique. Conflit avec le M23, la RDC et le Rwanda font un pas dans le processus de paix. Après la signature d'un fragile cessez-le-feu début août, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont approuvé un document clé censé fixer les modalités d'un éventuel désengagement des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais. Le 25 novembre, les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda ont examiné et approuvé le concept d'opération CONOPS, un instrument clé censé fixer les modalités d'un éventuel désengagement des troupes rwandaises présentes sur le territoire congolais, a déclaré le ministère des Affaires étrangères angolais dans un communiqué transmis à l'AFP. Ce CONOPS, document utilisé dans le domaine militaire pour fixer le calendrier d'une opération et l'organisation des moyens, guidera la mise en œuvre du plan harmonisé destiné à ramener la paix entre les deux voisins, selon le communiqué qui ne donne aucun détail sur les modalités retenues. Moi, dans le compte rendu de cette affaire, il y a des mots qui retiennent mon attention. Je pose la question, faut-il croire dans cet accord? Pour croire dans cet accord, il faut s'intéresser aux partis en présence. Il y a d'abord, je prends la République démocratique du Congo de Félix Tshisekedi. Doit-on croire qu'il est sûr d'avoir fait un pas en avant vers la paix dans cette affaire? Alors, Félix Tshisekedi, à la tête de l'État, la République démocratique du Congo, a comme alliés principaux l'OTAN, donc l'ensemble des puissances européennes, les États-Unis d'Amérique, le Canada, Israël, et il a même une milice de mercenaires qui appuie l'armée congolaise et qui est coordonnée par les officiers, les anciens officiers, les officiers français de réserve. Donc en fait, Félix Tshisekedi a toute sa stratégie sécurité entre les mains de l'Occident. C'est ça Tshisekedi. Maintenant on regarde son adversaire principal, à savoir Paul Kagame, le président rwandais, qui est en fait le patron du M23. Le M23, c'est un détachement de l'armée rwandaise. Il est coordonné directement par Kigali. Là-dessus, même Kagame est tombé d'accord. Puisqu'il signe des accords pour dire ce que le M23 doit faire. Il reconnaît, ipso facto, que le M23, c'est lui. Ok. Et qui est Kagame? Kagame est un dictateur à la tête de la République du Rwanda. Et ses alliés principaux sont les puissances de l'OTAN, l'Union européenne, la France, qui fait partie de l'OTAN, Israël, et Kagame est bénéficiaire d'accords de coopération économique avec l'Union européenne sur les minerais congolais. Tout le monde a vu Kagame signer un accord de coopération économique avec l'Union européenne pour vendre le minerai stratégique qu'il extrait au Congo grâce à l'action du M23. Il a un accord comme ça. Alors, voilà, il y a Kagame qui vit de l'exploitation du Congo, qui en réalité ne veut pas lâcher le Congo parce que le Rwanda est pauvre en ressources minières. Et la stratégie de Kagame, c'est de déstabiliser l'Est du Congo pour pouvoir l'exploiter et ainsi abonder l'économie rwandaise et faire du Rwanda un exportateur de minerais, alors que le Rwanda n'en a pas dans son sol. Bon. Kagame signe donc un accord de cessez-le-feu avec un accord qu'on appelle le CONOPS avec la RDC de Tshisekedi. Le problème est le suivant. Mais est-ce que les patrons communs de Kagame et de Tshisekedi, à savoir l'OTAN, est d'accord? Où est l'OTAN dedans? On ne voit pas l'OTAN dedans, on voit apparaître un troisième acteur qui s'appelle l'Angola. L'Angola lui-même est un pays qui aujourd'hui est en crise politique interne très sérieuse. Non seulement l'opposition est montée en puissance en Angola, presque dans une situation 50-50 avec le MPLA au pouvoir, mais le MPLA lui-même est entré dans une politique, on va dire, ultra-libérale. Le MPLA lui-même, au pouvoir, du président Joao Lourenço, a fait beaucoup de concessions
à l'OTAN, beaucoup de concessions au G20, beaucoup de concessions au G7. Au point que une bonne partie de l'économie angolaise aujourd'hui est sous influence américaine. D'ailleurs, il me souvient que pour l'élimination de Savimbi, il a fallu à un moment donné que les autorités angolaises s'entendent avec les autorités américaines. Rétrospectivement, on sait très bien que ce sont les patrons de Savimbi qui l'ont livré. Comme il était très radical, il voulait absolument prendre le pouvoir, alors que les Américains et les Anglais avaient déjà négocié avec le MPLA l'accès aux ressources gazières et pétrolières. Il leur a suffi de localiser, grâce à son téléphone, la position de Savimbi et de la donner à l'armée angolaise. C'est comme ça qu'il a été liquidé. J'ai lu plusieurs enquêtes. Savimbi a été liquidé parce qu'il a été livré par ses parrains, ceux qui l'ont parrainé pour mener la guerre fratricide d'Angola pendant pratiquement 25 ans. Ce sont ceux-là même qui l'ont fait localiser pour que le MPLA l'achève. Je classe l'affaire Savimbi. Donc, le pouvoir MPLA aujourd'hui, qui est quand même un pouvoir issu d'une lutte patriotique révolutionnaire, qui est l'un des pouvoirs historiques les plus costauds d'Afrique, avec l'ANC et l'ancien FLN, eh bien, le pouvoir MPLA lui-même est entré dans une logique ultra-libérale. Et cela avait commencé avec le président José Eduardo dos Santos. Le dernier grand épisode véritablement révolutionnaire du pouvoir MPLA en Afrique australe, ça a été l'implication de l'armée angolaise pour sauver le régime de Laurent Désiré Kabila, eh bien, à la fin des années 90 à Kinshasa. En effet, si l'armée angolaise n'était pas entrée en guerre aux côtés de FARDC et avec le soutien de l'armée zimbabwéenne, Kagame et Museveni auraient cueilli Kabila, paix, avant que, eh bien, le fameux Rachidi Kazareke l'achève en l'assassinant dans son palais en 2001. Donc, le dernier grand acte, le dernier grand mouvement militaire panafricaniste révolutionnaire de l'armée angolaise, ça a été le mouvement qui a permis de sauver la mise au régime de Laurent Désiré Kabila. Alors, on peut se demander, avec toutes les concessions que le MPLA qui est au pouvoir en Angola a faites à l'OTAN, avec l'ultralibéralisme triomphant et la crise politique intérieure, qui fait qu'aujourd'hui, l'UNITA est remontée à pratiquement 40 à presque 50% de l'électorat. Est-ce que le MPLA est encore en capacité de passer outre son partenariat de plus en plus fort avec les États-Unis, de plus en plus fort avec la Grande-Bretagne, bref, avec l'OTAN? Est-ce qu'il est capable de passer outre cela et d'appuyer franchement, eh bien, Félix Tshisekedi, pour faire reculer et bouter hors du territoire de la République démocratique du Congo, eh bien, l'armée rwandaise? Personnellement, j'en doute. J'en doute. Mais dans ces conditions, je ne peux pas avoir confiance en cet accord. Cet accord est un marché de dupes. D'abord parce que l'OTAN, l'Alliance occidentale, ne veut pas de la paix en République démocratique du Congo. Ensuite, parce que l'Angola est affaiblie par la montée en force de son opposition et par le fait que l'élite politique angolaise a fortement engagé le pays dans une coopération étroite sur le plan économique notamment avec les puissances de l'OTAN. Pour ces raisons-là, je ne crois pas que l'Angola soit prêt aujourd'hui à engager son armée dans une lutte de libération du Congo. Mais j'aimerais bien que cela arrive. J'aimerais bien que la doctrine révolutionnaire qui a fait du MPLA un grand parti de libération du continent africain, que cette doctrine joue. Mais encore faudrait-il qu'il y ait à Kinshasa un révolutionnaire, un panafricaniste authentique, ce que Tshisekedi n'est pas. Donc dans cette affaire, mon analyse est la suivante. Je ne peux pas croire en cette affaire. C'est un marché de dupes. C'est un marché de dupes. Personne ne croit au cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC, d'autant plus que le Rwanda et la RDC ont à leur tête des dirigeants qui sont sous la coupe de l'OTAN, qui veut, par définition, que la RDC soit en guerre. Parce que il faut que la RDC soit en guerre pour que les matières premières de la République démocratique du Congo soient bradées vers les multinationales occidentales. C'est le principe du divide to rule, de l'ordre par le chaos, du diviser pour mieux régner. Et qui arme le Rwanda, qui arme l'Ouganda pour fragiliser la RDC?
mais c'est l'OTAN. Et qui fait semblant d'armer la RDC pour que la RDC ne soit pas complètement submergée par l'Ouganda et le Rwanda. Mais c'est l'OTAN. Des deux côtés, en réalité, des deux côtés du conflit rwando-congolais, il y a l'OTAN qui joue à son jeu favori. Le jeu qui lui a permis de diviser le Soudan en Soudan du Nord et en Soudan du Sud. Le jeu qui lui permettait de tenter de diviser le Mali en Azawad et puis Mali du Sud. Le jeu qu'il joue partout, dans tous les États volumineux, qu'ils veulent jouer même jusqu'au Tchad. Ce jeu-là de la division pour régner, le jeu qu'ils jouent même parfois au Cameroun anglophone, ce jeu qu'ils ont joué en provoquant la guerre du Biafra, mais les Africains connaissent ce jeu. Il s'agit d'éviter la paix, de maintenir l'Afrique en guerre pour que les Africains bradent leurs matières premières. C'est ce jeu-là que j'ai appelé l'impérial terrorisme. Dans l'ouvrage qui sort bientôt à Bamako. On vous terrorise pour vous impérialiser. On vous terrorise pour vous maintenir sous contrôle. Car quand vous êtes en paix et en stabilité, vous développez votre prospérité. Vous développez votre puissance. Or, on ne veut pas de votre puissance. Donc, on vous maintient en instabilité, on vous maintient en pauvreté artificielle pour pouvoir vous contrôler et vous exploiter. Quel intérêt l'OTAN aurait-elle de lâcher la République démocratique du Congo alors qu'elle tient aujourd'hui la République démocratique du Congo par deux pinces. La pince de Kagame, Museveni d'un côté, et la pince de Tshisekedi lui-même, qui gouverne la République démocratique du Congo sous l'égide de l'OTAN. Donc, je ne crois pas. C'est une fausse paix qui a été signée là. C'est un faux accord de paix. Ce n'est qu'une occasion pour les deux parties, en fait, de se réarmer. Et je vais vous le montrer en analysant la question suivante, qui porte toujours sur l'actualité politique du Congo. La question suivante nous dit quoi? Faut-il croire au gentil projet de révision constitutionnelle de Tshisekedi en RDC? Faut-il croire au gentil projet de révision constitutionnelle de Tshisekedi en RDC? Quel est le problème de Tshisekedi? Tshisekedi a décidé de faire changer l'article 217 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Cet article dit ceci: la République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Je recommence. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Alors, selon Félix Tshisekedi, c'est ça qu'il veut changer. Mais s'il veut changer cela, ça veut dire quoi? Il veut changer cela, partons de l'hypothèse que c'est vraiment ce qu'il veut changer. Pourquoi veut-il changer cela? Mais parce que c'est un article qui pourrait être utile aux ambitions voraces du Rwanda envers la République démocratique du Congo. Puisqu'on va vers un cessez-le-feu, que va demander le Rwanda? Mais le Rwanda va demander un traité ou un accord d'association lui permettant d'exploiter lui aussi les richesses du Congo. Nicolas Sarkozy de Nagboksha nous l'avait dit clairement, que pour lui c'était la solution. Que le Congo est un pays trop grand et sous-peuplé, et que le Rwanda est un pays trop grand et trop riche et sous-peuplé, alors que le Rwanda est un pays trop petit et surpeuplé et trop pauvre. Et que la solution, ça serait de faire que le surpeuplement rwandais se déverse sur une partie du Congo et que les richesses congolaises profitent à une partie des Rwandais. Sarkozy a dit que cela permettrait qu'il y ait la paix. Sarkozy Nicolas de Nagboksha, Paul Stéphane, il l'a dit publiquement. Oui ou non? Je vous retrouverai les déclarations de Sarkozy, ambassadeur de M. Macron, dans plusieurs de ses affaires. Sarkozy l'a dit publiquement que la RDC est un pays trop grand, mais sous-peuplé, avec des richesses énormes, alors que le Rwanda est un pays trop petit, mais surpeuplé, avec presque pas de richesse du tout. La solution, ça serait que le pays trop petit déverse le trop plein de sa population dans le pays trop grand et que les richesses du pays trop grand profitent au pays trop petit. On aurait la paix comme ça. Voilà le plan. Tshisekedi veut changer l'article 217 de la Constitution parce qu'il veut
se prémunir de l'obligation qui lui sera faite d'utiliser cet article pour céder une partie du Congo à Kagame. Voilà la première raison. Et ça vous prouve que Tshisekedi sait très bien qu'il ne peut pas faire confiance à Kagame. Tshisekedi sait très bien qu'il ne peut pas faire confiance à Kagame. C'est pour ça que maintenant que les négociations veulent commencer, Tshisekedi veut déjà enlever de la constitution du Congo ce qui pourrait le forcer à être le traître qui va signer un traité permettant au Rwanda de récupérer une partie du Congo. Tshisekedi veut enlever l'article 217 pour qu'on dise que dans la constitution congolaise, il n'y a rien qui lui permette de céder, même simplement, des terrains d'exploitation provisoire au Rwanda. D'exploitation minière provisoire au Rwanda. Vous comprenez à quel jeu ces gens-là jouent? L'affaire de l'article 217, là, c'est la suite du cessez-le-feu. Puisque les négociations vont commencer sous l'égide de l'Angola, et vous imaginez, derrière, il y a l'OTAN, il y a les Occidentaux qui sont cachés derrière. Tshisekedi veut déjà enlever l'article 217 pour que ces maîtres occidentaux ne pointent pas l'article en disant « Alors Félix Tshisekedi, vous savez, dans votre constitution, vous avez un dispositif qui est très intéressant et qui pourrait permettre de résoudre la question rwandaise, la question rwando-congolaise. En fait, vous pouvez utiliser l'article 217 pour signer un protocole visant à une exploitation commune des richesses du Kivu entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Et alors, par exemple, vous prévoirez que le Rwanda tirera, mettons, 20 à 30% de l'exploitation. La République du Congo, elle va en tirer, mettons, 20 à 30%. Et puis, puisque vous n'avez pas la haute technologie, les compagnies internationales occidentales, américaines, anglaises, européennes, vont tirer 60%. Et comme ça, vous voyez, 40% des richesses tirées du sol du Congo vont rester en Afrique. Vous allez avoir une région des Grands Lacs qui va se développer d'une manière phénoménale. Et nous, on va progressivement vous faire un transfert de technologie. Tshisekedi sait que c'est ce qu'ils vont lui dire. Voilà pourquoi il veut enlever l'article 217 pour dire je suis désolé, la constitution du Congo ne me permet pas de signer une chose pareille. Tout ce qu'on peut faire, c'est une coopération au coup par coup. C'est-à-dire que on peut faire des entreprises communes. Bon, on leur permet de prendre, par exemple, 3 ou 4% de parts. Et comme ça, ils vont bénéficier de 3 ou 4% de bénéfices. Ça peut sortir par leur territoire. On peut faire des entreprises multinationales communes, mais je ne peux pas signer quelque chose de constitutionnel parce que vraiment, je ne veux pas gâter le nom de mon papa. Moi, Fachi Béton. Vous avez compris d'où ça vient? Son affaire de 217. Mais Tshisekedi, qui est un gros malin, un super roublard, il a un autre plan derrière l'article 217. Il veut en profiter pour toucher à d'autres articles, notamment la limitation de mandat. Monsieur veut, tout en protégeant la souveraineté congolaise, dit, vous voyez, j'ai protégé la souveraineté congolaise. Et tous les pasteurs priaient pour moi. Oh Jésus, Jésus Marie, Sainte Marie, nous te confions le Congo. D'ailleurs, le Congo et Israël, c'est le même peuple. Si Israël est sauvé, le Congo est sauvé. Et donc, on va modifier l'article 217 pour sauver la souveraineté. Mais comme c'est moi qui ai fait ça, comme c'est moi qui ai sauvé la souveraineté, priez par tous les pasteurs congolais, priez pour moi. Je vais faire un troisième mandat. Non, je vais faire comme Alassane Ouattara. Je vais faire comme Alassane Ouattara. Un premier mandat de la nouvelle république. On va faire une nouvelle république. Parce que si on fait une nouvelle constitution, ce sera une nouvelle république. Et là, ce sera mon premier mandat de la nouvelle république. Donc, Tshisekedi, comme vous voyez, c'est un loup. D'abord, il veut rouler, comme d'habitude, son ami Kagame. Il veut roublardiser leurs maîtres européens communs. Mais il veut en profiter pour rouler au passage le peuple congolais. Pendant qu'il sera en train de toucher à l'article 217, les Congolais vont applaudir. Fachi, béton, Fachi, béton, Fachi, béton. Il va toucher aux articles qui portent sur la limitation de mandat. Il va dire, pour protéger notre souveraineté, le peuple congolais me demande de me présenter pour le premier mandat de la nouvelle République. Pendant que les Congolais seront en train de crier, Fachi, béton, l'homme qui a refusé de céder, l'homme qui a enlevé même l'article 217, on ne cède rien, on cède rien, on cède rien. Pendant que les Congolais seront en train de dire ça, j'ai fait un premier mandat de la Troisième République, mais c'est pour veiller à l'application
des nouvelles dispositions de la nouvelle constitution. Sinon, moi, Félix Tshisekedi, je suis né dans le pouvoir, je n'ai pas besoin du pouvoir. Mais le Congo m'appelle, le Congo me dit, Fachi, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Matondo Mingi, Fachi, Matondo Mingi, tu restes là. Où voyez les filous qu'on a à la tête de nos États? Où voyez? Les gens de Tshisekedi ne vont pas être contents, mais c'est ce qu'il veut faire. Derrière, là, il utilise l'article 217 comme un affichage. Mais le plan, le vrai plan de Tshisekedi, c'est je vais modifier l'article 217 pour renforcer la souveraineté du Congo, empêcher les Rwandais de revendiquer une portion du Congo sur des bases constitutionnelles. Mais de l'autre côté, vous me donnez quoi? Moi, je vous aurais fait ce changement extraordinaire de la Constitution. J'aurais renforcé le nationalisme congolais. En échange, vous me donnez quoi? Mais moi, je ne veux pas quitter. Le pouvoir là est trop doux. J'ai le plus puissant cortège d'Afrique centrale. Comment vous voulez que je parte? Je ne bouge pas. Et d'ailleurs, le pays n'est pas libéré, je ne bouge pas. Vous avez compris? Voilà pourquoi il faut dénoncer Tshisekedi. Et il faut le dénoncer déjà parce qu'il nous a montré ses couleurs en Afrique. Quel genre de pays il soutient en Afrique? Quel genre de régime Tshisekedi soutient en Afrique? Quand il était président de l'Union africaine, vous ne l'avez pas vu venir participer à l'intronisation du coup d'État de Mahamat Déby Itno au Tchad. Il n'était pas avec le président français pour adouber la fin de la démocratie tchadienne, la mort de la démocratie tchadienne. Vous n'avez pas vu Tshisekedi s'occuper de ça? Il était là, oui ou non? Mais quelqu'un qui est complice de la mort de la démocratie au Tchad, quelqu'un qui a imposé un coup d'État dans un pays voisin, vous pensez que lui, dans son pays, il va faire quoi? Un coup d'État néocolonialiste. Pas un coup d'État révolutionnaire, parce qu'il y a coup d'État et coup d'État. Il a soutenu un coup d'État néocolonialiste dans un pays voisin. Vous imaginez que dans son pays, à lui, il va faire quel genre de coup d'État? Mais il faut dormir en classe au Congo pour ne pas savoir que Tshisekedi, là où il est là, il regarde Alassane Ouattara, il rêve de faire comme lui. Il regarde Paul Biya, il rêve de faire comme lui. Et puis, il a un pays juste en haut de lui, là, où Touadéra est en train à manœuvrer pour chercher un troisième mandat anticonstitutionnel. Donc, eux tous sont là maintenant. C'est l'Afrique, là maintenant, c'est la tentation du troisième mandat partout. Comme l'a dit l'actuel Premier ministre, eh bien, du Mali, dans un discours célèbre en 2022, à la tribune des Nations Unies, quand il parlait du chameau, Alassane Draman Ouattara. Le troisième mandat, c'est la magie. Sachez que vous êtes dans le troisième mandat au Congo. Tshisekedi, son affaire de 217, article 217, c'est un masque. C'est un masque. Il veut faire avec le peuple congolais une espèce de donnant-donnant imaginaire. J'enlève un argument que le Rwanda pourrait utiliser dans les négociations internationales pour obtenir la mainmise sur une partie du Congo sur des bases juridiques. Mais de l'autre côté, vous me donnez un troisième mandat. Donc, c'est quelqu'un qui vous dit, je vais changer l'article 217. Pendant qu'il est en train de changer l'article 217 d'une main, de l'autre, il change les articles sur la limitation de mandat. Comme tout le monde sera content de dire, oh oui, Fachi Béton, vraiment là tu as bétonné le pays même. Personne ne peut prétendre accéder à tout parti du Congo. Pas question. L'article 217, c'est une foutaise. On n'aurait jamais dû l'écrire. Une fois que lui va dire ça, il pense que le peuple va lui pardonner de dire, je reste. Voilà le Congo qui part dans une aventure terrible avec ce monsieur. 2 mandats de Tshisekedi, c'est déjà beaucoup. C'est trop. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas libéré du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. 2 mandats de ce monsieur-là, c'est déjà assez, c'est trop. Le peuple congolais mérite à sa tête un leadership révolutionnaire panafricaniste authentique. Seul un tel leadership peut mener une politique de libération du Congo qui passe par un changement à 180 degrés des alliances géopolitiques et géostratégiques. Il faut que le Congo passe des alliances et opère sur le terrain avec des pays qui ne veulent pas coloniser le Congo. Avec des pays qui n'ont pas participé à la traite négrière. Des pays qui n'ont pas participé à l'invasion et à la barbarie coloniale.
C'est avec eux que le Congo doit passer des alliances militaires et agir pour se libérer. Le jour où, à Kinshasa, sera au pouvoir quelqu'un de la trempe de Laurent Désiré Kabila, à quelques différences près, quelqu'un de la trempe de Patrice Lumumba, avec les moyens géopolitiques et géostratégiques nouveaux, la libération du Grand Congo, grand moteur de l'Afrique, cette libération recommencera. Pour le moment, il n'en est rien. Ni le cessez-le-feu soporifique, ni la modification de l'article 217, eh bien, annonce des jours heureux. Pleure, ô Congo bien-aimé, mais lève-toi et marche. Je l'ai déjà chanté. Ô Congo, lève-toi. Ô Congo, réveille-toi. Retrouve le chemin de Lumumba. Tous les jours, j'entends crier le Congo. Tous les jours, j'entends tuer le Congo. Ô Congo, relève-toi. Ô Congo, redresse-toi. Retrouve le chemin de Moulélé. C'est une chanson que j'ai faite pour le Congo. Elle est disponible sur ma page YouTube. Allez la réécouter. Ne rêvez pas de Tshisekedi en libérateur. Lui-même, il ne se rêve pas comme ça. La seule ruse qui l'intéresse, c'est celle du séjour ad vitam aeternam au pouvoir. Tshisekedi est fasciné par Paul Biya. Il est fasciné par les bongos. Il est fasciné par les débits. Il est fasciné par ceux qui durent ad vitam aeternam au pouvoir. Ce sont eux, ses meilleurs amis sur le continent. Voilà pourquoi vous ne le voyez pas s'aventurer du côté des révolutionnaires panafricanistes ouest-africains. Il ne va pas là-bas. Ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il est dans le faux. Il vient du faux, il est dans le faux, il va dans le faux, et c'est dans le faux là qu'il va repartir. Voilà la vérité. Vive la révolution congolaise. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.